Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de retour sur la chaîne Basket Session Reverse. Nouveau CQFR ce matin. Je suis rejoint comme d'habitude par Shai. Salut Shai. Salut Antoine. J'espère que tu es en forme. Je t'avoue que je suis pas dans la meilleure des inspirations. Ça risque déjà que j'ai pas des interventions très lumineuses. Là on risque d'être sur un CQFR très élevé de ma part. Mais bon, non, t'inquiète pas. Je vais quand même essayer de faire le taf. On va commencer avec le Team USA, la Coupe du Monde Team USA qui a balayé la Jordanie hier. Je vais vous donner le score exact qu'évidemment je viens d'oublier à l'instant. Je vous avais prévu que ça serait 110 à 62. Pardon. Voilà, oui, il y a quasiment 50 points d'écart. Voilà. 110 à 62 contre la Jordanie. Je crois que les matchs du premier tour n'ont pas particulièrement inspiré Anthony Edwards parce que donc là, il lui a été posé la question est-ce qu'il fallait attendre un peu des prochains matchs contre la Lituanie et le Monténégro. Ouais. Bon, clairement, Shai, apparemment, ça l'inspire pas des masses, ça lui fait pas plus peur que ça. Lui, sa réponse a été je pense qu'on va gagner. Voilà, simple, efficace. C'est ça, il est fidèle à lui-même, de toute façon, dans son style de jeu et dans la manière dont il a de répondre aux médias, d'interagir avec les gens, avec les adversaires, les coéquipiers. Anthony Edwards, c'est un peu une bouffée d'air frais en NBA. Avec Team USA, il est pareil. Hein. Tu sais, il y avait la déclat qui était sortie. C'est lui qui avait expliqué qu'il avait dit à Steve Kerr. Steve Kerr lui avait dit qu'il allait sortir du banc et il n'était pas trop chaud. Il dit ouais mais attends, même Dwayne Wade est sorti du banc. Ouais mais moi il n'y a pas de Kobe dans l'équipe de cette année. Il est très spontané. Qu'il parle à Michael Jordan ou à son voisin, il va avoir le même type de réponse, la même spontanéité. Donc parfois ça peut jouer des mauvais tours, hein, mais il a encore eu ce côté-là hier après le match où il a encore été un des très bons joueurs de Team USA. Hein. Il est constant depuis le début de la compète et quand ils lui ont demandé, parce qu'au deuxième tour, donc Team USA va affronter le Monténégro et la Lituanie. Alors évidemment, il va pas arriver et dire et feindre la crainte, la panique en disant je sais pas comment on va faire pour contenir un tel ou un tel. Enfin voilà, on se doutait bien qu'il arrivera en confiance, mais il a dit je pense qu'on va gagner. On a un super coaching staff, de super joueurs et notre confiance est plus élevée que jamais. Donc on n'est pas inquiet à propos de ces gars-là. Donc il cible bien quand même la Lituanie et le Monténégro. On n'est pas sur le disrespect de façon. Je sais pas où est l'Angola, mais l'Angola est en danger. Voilà, mais on sent de Charles Barkley, voilà pour ceux. Voilà. Ref Charles Barkley. Non, mais il prépare autant les matchs que nous on prépare les CQFR. On peut dire comme ça. Je pense que les joueurs lituaniens ou monténégrins, ils les découvrent. Ils se disent tiens, lui je le connais. C'est même pas Yavusevich, lui je le connais, je l'ai déjà vu. Il va voir toute l'équipe de TMSC et lui je le connais. Je vous jure, je le connais. Je l'ai déjà croisé, je crois, en NBA. Non, mais je pense pas qu'il faille prendre ça vraiment pour un manque de respect, parce qu'il est comme ça. Je veux dire, il a pas de fascination pour des joueurs en particulier en NBA. D'ailleurs, ça lui avait été reproché au début quand il est arrivé dans la ligue. Il avait dit moi, je suis plutôt un fan de football américain. J'avais pas spécialement aspiration à devenir pro en basket. Et puis, il a pas une immense culture basket. Il a avoué, c'est pas un student of the game. Mais il a cette spontanéité de se dire que j'affronte la Lituanie ou le Monténégro ou une Espagne championne du monde, championne d'Europe ou machin. Enfin, pour lui, ça fait aucune différence. Il considère qu'il est le meilleur joueur sur le terrain et qu'il est dans la meilleure équipe. Donc c'est son naturel, quoi. Mais surtout, en fait, ce qui est important, c'est si ça fait aucune différence et qu'il joue pareil. Et ce qui est intéressant, c'est la suite. D'ailleurs, derrière, il lui demande un peu sur les règles FIBA et il dit ça change rien, je mets la balle dans le panier et je défends, quoi. Donc tout ça pour c'est vraiment ses réponses. Il est quand même très drôle, ce mec. Mais ce qui est important, je pense, c'est que s'il arrive à jouer dur, quel que soit le mec en face, s'il se dit tout de suite de base, de toute façon, moi je suis là pour défendre, éteindre le gars qui sera face à moi et en attaque marquer sur la tronche de tout le monde. Je pense que ça serait l'attitude parfaite. Après, là où il faut faire gaffe, c'est si effectivement Team USA se met à se dire que. Après, je pense qu'ils vont les gagner. Oui. Voilà, le Monténégro a une équipe vraiment sympa à suivre, mais bon, je pense que c'est quand même limité pour battre Team USA. Je pense qu'ils vont gagner ces deux matchs. Le piège, ça serait de penser que toute la compète sera comme ça et que d'un coup, il y a un moment où, je sais pas, à 28e minute d'un quart de finale ou d'une demi-finale, il y a 2 points d'écart contre l'Allemagne ou l'Australie et là, ils se disent d'un coup, oh là, c'est plus le même basket, tu vois. Non, je pense que là, c'est plus lui parce que les autres, ils n'ont pas exactement le même discours. Ils sont confiants, mais tu vois, les mecs comme Jalen Brunson et tout, ils sont un peu plus réfléchis, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif pour Anthony Edwards. Hein. Je pense que c'est une qualité. Enfin, chez lui, c'est une qualité parce que
tu te posais la question. Moi, je trouve qu'il joue à peu près pareil en toutes circonstances et que c'est plutôt bien en termes d'intensité, d'agressivité offensive, défensive. Je pense qu'il peut même exporter ça après sur sa situation en Minnesota où il est déjà devenu un All-Star et où je pense qu'ils veulent lui confier les clés de l'équipe. Et je pense même que là, ce mondial, ça peut l'aider aussi encore à passer un palier en NBA. Je suis pas, quand j'ai vu la déclat, je me suis pas dit, oh là là, il manque de respect. La Lituanie, c'est des bonnes nations de basket quand même. Surtout la Lituanie, c'est pas. Historiquement, on sait qu'il faut vraiment pas les prendre à la légère, quoi. Et je pense pas. Paradoxalement, même s'ils affrontent le Canada, l'Australie ou l'Espagne, qui sont les autres favoris identifiés, je pense qu'il dira la même chose. Il dit je pense qu'on va gagner, je pense qu'on est meilleur, je pense que je suis capable de faire ça, ça, ça. Il dit pas ces gars-là sont nuls, hein. Il va juste dire je pense qu'on va battre. Je suis pas inquiet à propos d'eux. Comme je suis pas inquiet s'ils jouent en finale NBA contre Steph Curry, LeBron, Kevin Durant. Je pense qu'il est vraiment. Il a cette insouciance-là que j'espère il va conserver tant que ça bifurque pas vers vraiment de l'arrogance et un manque de respect pour les autres, quoi. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, contre la Jordanie, sa ligne de stats, c'est 22 points, 8 rebonds, 4 passes en 18 minutes. Voilà. Même ces stats sur la compète, elles sont plutôt propres, hein. Le temps de jeu est un peu variable parce qu'ils ont dû faire quand même offrir du temps de jeu à tout le monde. Et il a 16 points, 16.3, 5-7 rebonds et 3,3 passes à 46% quasiment. Ouais, non, clairement, il fait une grosse compète. Bon, on va fermer la page Coupe du Monde, hein. On y reviendra tout à l'heure un peu sur le match d'équipe de France. On va enchaîner avec autre chose qui concerne la NBA, un peu l'actualité transfert, entre guillemets. Jason Tatum qui aurait essayé de convaincre Damian Lillard de venir à Boston. Bon, on sait que ça va pas se faire. D'ailleurs, la réponse de Mark J. Spears, c'est le fait que Lillard apparemment a l'air concentré sur Miami. Mais Chai, ce sur quoi j'aimerais bien avoir ton avis, c'est comment, si tu es un joueur de Boston, et je pense notamment Jaylen Brown, parce que si on réfléchit bien, est-ce que là, aujourd'hui, il peut y avoir un trade de Damian Lillard à Boston sans que ça implique Jaylen Brown? Je pense que non. Ou alors... faut lâcher vraiment tout le reste et faire du Robert Williams. Ouais. C'est rejoint qui d'autre? Parce que, attends, il faut matcher les salaires aussi. Je vais ouvrir en même temps la page Upside, pardon. Je vais regarder vite fait, mais je vois pas trop. Ouais, Brown. Non, pardon, tu peux faire Brogdon, White, Robert Williams. Mais est-ce que. Et des pics? Après, si tu as des pics, est-ce que c'est pas déjà mieux que ce qu'offre Miami en soi? Si, je pense. Voilà. Ouais. Non, mais rien que ça, en fait, je pense que c'est juste ça. Oublions même Brogdon. Tu fais White, Robert Williams, Peyton Pritchard. Mais après, la masse salariale des Celtics, non, tu es obligé d'envoyer Brogdon. Je vais dire, la masse salariale des Celtics, c'est Star Wars, quoi. C'est que des mecs payés plus de 20 millions. À un moment, bon. Non, mais j'ai l'impression. Enfin. Après, on ne sait pas quel est le timing. On ne sait pas à quel moment il a appelé Damian Lillard, en fait. C'est ça le truc. Parce que Mark J. Spears, qui est plutôt bien informé en général, il dit je sais que Tatum a appelé Lillard et qu'il a tenté de l'influencer. Mais ça n'a pas marché parce que toute son attention reste sur Miami. On ne sait pas si c'est avant la prolongation de Jaylen Brown, après. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que ça ne change rien. Je pense qu'il voulait juste lui dire écoute, s'il y a un moyen de venir à Boston, fais pas la tronche et essaye d'être ouvert à cette idée-là et pas que d'aller à Miami parce que imagine s'il y a un scénario où tu peux venir ici, on fait une équipe de malades et ils sont potes depuis quelques années, ils ont joué ensemble au JO. Je pense pas qu'il lui ait fait un pressing tout terrain pour qu'il change d'avis et qu'il vienne à Boston, hein. Mais bien sûr. Il l'a plus un peu sondé en lui disant mec, t'es sûr parce que Miami quand même l'offre elle est pas folle. Nous on peut peut-être offrir plus. Je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'une vraie. Mais t'as raison. Hein, qu'est-ce que Boston pourra vraiment offrir? Je suis Jaylen Brown. Jaylen Brown qui en plus s'intéresse pour le coup lui vraiment bien au fonctionnement de la NBA, au fonctionnement des transferts. Et, tu vois, je suis Jaylen Brown. Je me dis, mais je sais quelque part que le moyen sûr de récupérer Lillard si je suis Boston, c'est d'envoyer Jaylen Brown. Tu vois, là, tu sais qu'il y a le deal, il se fait immédiatement. Tu vois, les Blazers, ça leur permet de rester sur une timeline jeune tout en continuant à être compétitif. Tu as Scoot Anderson, Jaylen Brown. Enfin, c'est magnifique pour Portland. Donc, je suis Jaylen Brown. Je sais que quelque part, je me dis, mais le gars là qui est avec moi, on est co-superstar de cette équipe. On a fait une finale NBA. Et pourtant, je ne suis pas un partisan de ceux qui veulent absolument toujours diviser Jaylen Brown et Jason Tatum. Je pense que des fois, c'est surfait. Mais je suis Jaylen Brown, je me dis, attends, il y a un an, on me faisait le coup avec Kevin Durant.
même s'il a juste dit à Lillard, il lui a juste dit ouais, vas-y, ouvre-toi à l'idée. Je me dis mais tu vois, je sais pas, ça me titille un peu moi Là, personnellement. techniquement, ils peuvent déjà trader Jaylen Brown là, malgré l'extension. Non, mais ça, faut demander à Ben, là, tu me mets dans des bourbiers. Non, je connais plus les règles du CBA, je suis trop vieux pour ça, je connaissais à une époque. Maintenant, c'est pas... Non, mais de toute façon, là, c'est pas important. Pour les extensions, je connais pas la règle. S'il avait été fraîchement signé, je sais que non, parce que là, c'est 2 mois. Enfin, c'est donc le 15, en fait, même pas, c'est le 15 décembre. Après le 15 décembre que les joueurs signés peuvent être transférés. Mais là, pour une extension, je t'avoue que tu non, mais je pense que c'est pas grave parce que la question pour moi n'a pas lieu d'être. À mon avis, Portland récupérera pas d'autres, pourra pas récupérer d'autres stars. Je pense pas. Enfin, Jaylen Brown, ce serait presque le max de la star qu'il pourrait récupérer dans un trade, et c'est plus un gros package de joueurs très très prometteurs, jeunes, plus des pics. Donc, je pense que c'est clairement ça qu'ils veulent. Ils veulent quelque chose de plus salé que ce que Miami propose, je pense. Et je peux pas m'empêcher de noter qu'on arrive au mois de septembre et qu'il y a 0 avancée sur le dossier. Il y a même, je pense, je commence à sentir même une pointe d'agacement chez les différents acteurs, notamment Lillard, dans les petites déclats ici et là. S'il est agacé maintenant, je pense que c'est pas terminé, hein, parce que ils ont aucun intérêt à se presser, Portland. Il est sous contrat, ils visent pas. Ils sont pas sur ils sont déjà, je pense, tournés vers une reconstruction, mais ils sont pas pressés. Ils vont peut-être attendre de voir qu'il y a d'autres équipes qui démarrent peut-être un peu moins bien que prévu, qui se disent bon, c'est peut-être le moment de tenter un truc pour Lillard. Et donc là, on est en septembre et ça n'a pas avancé. Tatum a raison. Peut-être que, imagine si Boston commence pas très bien la saison et qu'on se dit bon, qu'est-ce qui peut améliorer l'équipe, ça prend pas avec Porzingis, je sais pas, peu importe. Il aurait eu tort de pas lui dire écoute, ce serait pas mal quand même si on joue tout, toi, moi, Jaylen Brown, l'équipe elle serait pas mal quand même. Je me demande si c'est pas mieux pour les Celtics d'envoyer Jaylen Brown que Robert Williams. Je sais, c'est très bizarre parce que je trouve ça risqué de perdre Brown pour Lillard qui est plus âgé. Mais il y a un peu Brown Tatum. Alors, je venais de dire que j'ai pas envie de les diviser. Je veux pas me contredire, mais il y a un peu le côté, c'est un peu les mêmes joueurs. Il n'y a pas une énorme synergie entre les deux. Tu peux théoriquement penser qu'il y aurait une meilleure synergie entre Lillard et Tatum parce que déjà, c'est des joueurs qui se ressemblent moins. Et effectivement, si tu peux te permettre de garder au moins ton jeune pivot prometteur, genre Brown et Tatum dans le même package, je pense que c'est trop. Pas Brown et Tatum, Brown et Williams, pardon. Ouais, non, ça, c'est Robert Williams dans le même package, c'est trop. Je pense qu'ils le feront jamais. Je suis même pas sûr qu'ils fassent Brown contre Lillard. Mais bon, en tout cas pour Lillard, de toute façon, je pense qu'il va commencer la saison avec Portland. Si je suis les Blazers, je me dis on veut un package comme un peu ce que les Nets ont eu pour Kevin Durant. Alors ok, Lillard, c'est peut-être pas Kevin Durant, mais il y a un historique de blessures qui est quand même moins. Il y a beaucoup de blessures, mais c'est pas les blessures de Kevin Durant. Tu vois, je me dis que si les Nets ont eu Michael Bridges, Cameron Johnson, des pics, je veux un truc qui ressemble à ça, quoi. Je veux pas. Je pense que 3 pics, c'est pas assez en fait. Tu vois, il y a eu des stars qui ont échangé contre plein de pics. Tu veux vraiment quelque chose, quoi. Ouais, mais on est toujours dans la même dynamique. Je pense que rien ne va se faire avant. Si quelque chose doit se faire, ça se fera avant la deadline, je pense, des trades. Et j'ai du mal à imaginer un move. Ou alors ce serait un panic move. Tu vois, 10 matchs ratés en début de saison d'une équipe en décembre. Ouais, je pense que ça se fera plutôt là. Et puis il y a même un scénario où Portland ça se passe correctement. Il se dit c'est pas mal quand même. Peut-être que je vais essayer de jouer avec eux. Je sais pas. En tout cas, c'est comme prévu, une demande de trade aussitôt dans un contrat et avec un salaire aussi énorme, c'est logique qu'il n'y ait pas d'empressement finalement. Oui, d'ailleurs en juillet, on avait dit que ça serait très long. Ouais. On n'est jamais bon. On sait la NBA, ça peut vite changer, mais j'avoue que je ne pense pas que d'ici le début de la saison, Damian Lillard aura changé d'équipe. Vous pouvez capturer ce moment que je viens de dire. S'il est tradé dans 3 jours, vous pourrez me le ressortir. Voilà. France faire spécial où on t'insultera sur la scène publique. J'enchaîne avec un autre sujet, un sujet particulier. Voilà, ma tête résume le sujet. Pourtant c'est intéressant en vérité. C'est les matchs en NBA sont-ils truqués? C'est la question. C'est la théorie. Ça ressemble à une théorie du complot. Voilà, il y avait Evan Turner et André Iguodala étaient dans le passage dans le podcast de Gilbert Arenas qui donne souvent des. Le combo de la mort là.
C'est marrant parce qu'il y a une époque où Arenas il faisait des vraies analyses basket très détaillées sur le jeu. Je parle pas sur la ligue, mais sur le jeu. Alors il disait déjà des conneries, hein, mais il disait des conneries à côté, mais ses analyses basket étaient vraiment intéressantes. Là, par contre, maintenant son podcast, ça part un peu dans tous les sens. Et donc là, il y a eu une espèce de théorie, c'est-à-dire que André Iguodala a effleuré le sujet. Je vais reprendre les mots utilisés par Ben qui a fait la news, en disant que les fins de série étaient parfois difficiles. Je pense que c'est une petite référence à l'arbitrage. Et il y a Evan Turner qui, lui, elle est les pieds dans le plat, pieds joints, 2 pieds, 2 mains. Il a dit, en gros, il raconte une anecdote où Elton Brand, qui jouait avec lui à Philadelphie, c'est l'époque d'une série en 2012 contre Boston. Donc on est en 2012, le Heat est déjà qualifié, on veut savoir qui va aller en finale de conférence. Et il y a donc ce duel Philadelphie-Boston au 2e tour. Et en gros, il fait comprendre que déjà, s'ils veulent ne serait-ce que gagner d'1 point, il faudrait qu'ils jouent comme s'ils allaient gagner de 15 points. Et il dit, mais si tu préférais si t'es la NBA, tu préfères que qui affronte le Miami, Boston ou Philly? Et Elton Brand, il dit à Evan Turner, même moi qui joue pour Philly, je sais que je préférais que ce soit Boston. Enfin bref, pour lui, tout ça pour dire que les Sixers n'avaient aucune chance et que c'était joué d'avance et que les Celtics allaient se qualifier quoi qu'il arrive. Les Celtics se sont effectivement qualifiés. Il faut aussi préciser qu'ils avaient une bien meilleure équipe. Je vais quand même à le dire que les Sixers étaient là surtout au 2e tour parce que Derrick Rose s'était pété. Voilà. Je donne un peu ce contexte. Mais bon, pour lui, il y a quand même, c'était la preuve qu'il y a des matchs truqués en NBA. Il y a eu des affaires d'arbitrage. Bref, tout ça pour dire, Shai, est-ce que toi, tu crois aux théories du complot et aux matchs truqués en NBA? Non, je suis très anti-théorie du complot, quelle qu'elle soit la plupart du temps. Mais oui, par le passé, il y a des arbitres qui ont clairement pipoté des matchs ou arrangé des matchs à leur sauce. Je sais pas si alors, je comprends que la NBA ait des intérêts financiers à ce qui est plutôt certaines affiches, plutôt certains joueurs qui soient présents. Mais là, en tout cas, dans un passé récent, je vois pas. Je sais qu'il y a des nominations d'arbitres parfois. Ah bah mince, ils ont mis un tel. Chris Paul a perdu les 74 derniers matchs ou machin à arbitrer. Non, mais il y a toujours ces trucs-là. Mais j'ai du mal à croire qu'il y ait des consignes directes. Bon, là, sur ce match-là, fais ci, arrange-toi pour que la série soit perdue. Enfin, je sais pas. Ça me paraît un peu gros et j'ai pas d'exemple en tête. Quand je regarde les matchs, je me dis parfois, bon, c'est sûr que c'est un peu. Il y a des coups de sifflet par-ci, coups de sifflet par-là, où c'est. Mais globalement, je pense que c'est le bon état d'esprit de se dire donne tout, fais comme si on avait 15 points de retard et comme ça, on sortira peut-être de ce qui pourrait ressembler à un complot contre nous. Là, tu vois, même les derniers trucs, il y avait l'arbitre Eric Lewis qui a finalement pris sa retraite, il y avait une enquête lancée sur lui, il avait un burner account. Enfin, il y a peut-être des choses voilà, comme ça ponctuellement, mais je ne sais pas si c'est piloté par la Ligue ou si c'est des intérêts extérieurs, si c'est les reptiliens. Les reptiliens, ouais, c'est ça. Ou tel arbitre qui a des intérêts. C'est Frisk Corleone qui décide des matchs, du résultat des matchs. Mais en tout cas, alors, évidemment, il y a peut-être des choses, mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit piloté par la Ligue et que la Ligue décide à l'avance telle équipe doit passer, telle équipe machin. Je veux dire, sinon, tous les derniers champions et toutes les dernières équipes, c'est pas forcément les plus sexy sur le papier, c'est pas celles qui font les plus d'audience. Enfin, tu vois. Sinon, je pense pas qu'on aurait eu Milwaukee champion, Toronto champion, Denver champion. Denver champion. Bon, donc, voilà, je sais pas, j'écarte pas la possibilité que des individus ici et là tentent d'influencer des séries ou des matchs précis. Mais parler de complot généralisé, ça me semble plus compliqué. Après, là, il parle d'une époque qui est en 2012, donc je sais pas. Ouais, c'était il y a 10 ans. Après, c'est peut-être des. Tu vois, non, mais cette série, cette série Sixers Celtics, les Celtics, si on la refait 10 fois, ils la gagnent 10 fois. Hein. C'est vraiment faux. Je sais pas. Mais bref, c'est. Non, mais voilà, juste pour finir, je dis pas que c'est impossible que. Un arbitre en particulier se dise bon bah ce match-là, je vais leur pourrir la vie, je sais pas parce que j'ai un contentieux avec un tel ou un tel, mais je vois mal Adam Silver, je suis peut-être naïf, hein, appeler tel arbitre et lui dire bon écoute, on a besoin que la série aille en 7, aille en 6, aille en 5, se termine ce soir, que telle équipe soit là, que LeBron aille en finale, que LeBron aille là. Je pense pas. Ce serait, enfin, je veux dire, la ligue est tellement surveillée, tellement médiatisée. À une époque, c'était plus facile quand même. Il y avait moins de monde qui voyait les matchs. Il n'y avait pas Twitter pour ventiler derrière et pour dire regardez, j'ai fait une compilation de tous
tous les scandales d'arbitrage sur ce match. Enfin, avant, c'était plus facile de faire des choses comme ça, je pense. Là, aujourd'hui, ça me paraît très gros. N'importe quel observateur peut se rendre compte s'il y a vraiment des trucs qui sortent de l'ordinaire. Et alors, je dis pas qu'il n'y a pas des injustices d'arbitrage, ça arrive toujours. Et peut-être qu'il y a des mecs. J'ai oublié le nom de l'arbitre qui porte la poisse à Chris Paul à chaque fois. Ben Foster, Scott Foster. Scott Foster, merci. Ouais, Scott Foster. Je dis pas que. Voilà, je dis pas que lui, il se dit pas il y a Chris Paul, je peux pas le blairer, c'est sûr, je siffle rien sur lui, tu vois. Non mais voilà, mais je crois pas qu'Adam Silver ou le comité dirigeant de la NBA disent ah mince, alors là le score c'est ça, alors on va mettre Scott Foster. Et voilà. Je suis peut-être naïf, mais c'est ce que je pense. Ouais, j'avoue que moi non plus, j'ai pas envie de vraiment rentrer là-dedans. Après, c'est vrai que c'est tentant parce que dès qu'il y a de l'argent, il y a tellement d'enjeux, tellement de sommes en jeu que bon, tu peux toujours te dire que j'arrive à comprendre pourquoi d'un regard extérieur, on se dit il y a des trucs pas nets, tu vois, j'arrive à capter. Même, tu vois, je comprends que les Kings aient profondément l'impression de s'être fait enfler contre les Lakers. Ils se disent bah ouais, forcément la NBA voulait voir Shaq et Kobe, etc. Dans l'ensemble, je comprends qu'il peut y avoir des trucs suspects. Après, je suis comme toi, je pense que c'est pas possible je peux pas imaginer des compètes truquées pour autant. Et il y a un exemple tout bête, c'est que l'an dernier, il y a quelques mois, au moment des finales de conférence, tout le monde sait que pour la Ligue, l'affiche la plus intéressante, c'est Boston-Los Angeles. Il y a l'occasion d'avoir ce Boston-Los Angeles et au final, bah non, c'est Miami qui passe d'un côté et Denver de l'autre. C'était la pire affiche. Je me souviens, il y avait The Athletic avait fait un truc comme ça en disant mais Denver-Miami, c'est la pire affiche possible pour la Ligue et pourtant, c'est bel et bien la finale qu'on a eue et qui était une très belle finale au passage entre deux très belles équipes. Donc, je pense pas qu'il y ait de complot généralisé. Après, voilà, un peu comme toi, oui, par moment, des fois, tu te dis, tiens, peut y avoir des trucs. Tu peux te demander, est-ce qu'il y a soit des individus. Moi, je me mets plus loin. Est-ce que des fois, la Ligue pas pousse pour une équipe, mais bon, mais de manière généralisée, non, je refuse d'y croire aussi. En tout cas, pas. Je suis naïf, mais ça m'étonnerait franchement, tu vois. En tout cas, en 2023, c'est plus compliqué pour toutes les raisons que j'ai dit. Je parle pas des années, effectivement. Oui. Kings, c'est bon, Kings Lakers dont tu as parlé, forcément. On parle d'arbitres qui ont été. Ça a été au pénal quasiment. Enfin, le gars a avoué plus ou moins avant. Ça reste nébuleux, mais on parle d'individus problématiques. Pour le coup, on sait qu'ils ont déjà versé là-dedans. Donc, là, tu sais qu'il y a eu quelque chose. Mais oui, il y a eu des matchs. Mais actuellement, et même en 2012, je sais pas, j'ai un peu de mal à. On saura pas, mais ou alors il faut vraiment que ce soit plus étayé que ça et qu'on dissèque tous les coups de sifflet. Mais je pense que ce qui relatait, c'est juste un état d'esprit où tu te dis de toute façon, il y a peut-être telle star en face. On sait que lui, il a les coups de sifflet, il est protégé par les arbitres. Et on sait, là, c'est une question de statut. Après, c'est pas du complot ou du trucage. Donc, il faut faire comme si on allait avoir 0 coup de sifflet et on joue à fond. Je pense que c'est plus, tu vois, une façon de se motiver comme ça que les mecs, c'est sûr qu'on va se faire éliminer parce que l'arbitre va nous la mettre à l'envers. Donc, tu vois, je pense que c'est plus ça, moi. Ouais, non, je te rejoins, effectivement. Bon, après, c'est Evan Turner et André Iguodala et Gilbert Arenas. Bon, après, ils parlent de ce qu'ils veulent. C'est l'été. Iguodala, pour le coup, et en plus, lui aussi, il aime bien des fois provoquer, même si c'est lui qui s'est moins exprimé sur le sujet, justement. Mais bon, bref. Fermons cette parenthèse. Aujourd'hui, il y a un match de l'équipe de France, France-Iran, à 15h30. Match de classement. On reviendra dessus demain. Je te propose, Shai, on va attendre de voir ce que ça donne. Et je ne sais pas si tu as un mot pour l'équipe de France avant qu'on termine. Mais... Non, c'est pareil. On attend juste de voir. On espère que ce sera un peu moins poussif que contre le Liban. Pourtant, l'Iran est une bien meilleure équipe en théorie. Avec le petit monégasque Mohamed Amini qui joue à Monaco, qui a été bon contre l'Espagne hier. Voilà, bon, on en reparlera demain, mais c'est quand même, on espère juste voir des trucs un peu positifs et pas ressortir avec la tranche de travers en se disant, même contre l'Iran, on peut perdre ou on est mené pas en 3/4 temps. Enfin bref, ce sera bien temps d'analyser ça demain. Yes, tout à fait. Bah écoutez, on se donne rendez-vous demain. En attendant, bonne journée à tous. Ciao. Ciao.